bonsoir à tous. Bienvenue à cette petite entrevue avec Serge Andrégué qui nous présentera le soir de la nuit de la philosophie, un événement intitulé La philothérapie ou quand la philosophie nous aide. Il va nous en parler un peu ce soir. Bienvenue, Monsieur Gay. Donc, parlez-nous un peu de vous, de l'événement. OK, mon nom est Serge André Gay. Je suis le président éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys, qui est une maison d'édition en ligne, une librairie, des centres d'information sur le droit d'auteur, le nouveau monde du livre. Et à titre personnel, je suis un passionné de la philosophie. Alors, je suis sensible à cette question-là depuis de nombreuses années, en fait, depuis un regain de vie depuis l'âge de 40 ans, donc j'en ai 64 aujourd'hui. Je suis de Lévis, je suis marié, père de famille, 4 enfants, et l'année prochaine, je vais fêter mon 40e anniversaire de mariage. Allez-y, excusez-moi, allez. La conférence que je propose, c'est une conférence qui est en fait une revue des livres qui parlent de philothérapie ou de consultation philosophique. On sait que le mot philothérapie doit être utilisé avec beaucoup de précautions, beaucoup de parcimonie en rapport avec son appellation thérapie, qui est réglementée dans certaines provinces, certains pays, où on ne peut pas se dire thérapeute qui le veut. Alors, on parle de plus en plus, même si plusieurs des livres dont on va traiter ont dans leur titre le terme philothérapie, on va traiter en grande partie, on va appeler ça la consultation philosophique, qui est une consultation soit de personne à personne ou encore une consultation qui est de groupe, comme on trouve par exemple dans les cafés philosophiques. Alors, j'ai commencé une recherche il y a 1 an de cela sur la littérature qui parle de consultation philosophique. Et à mon habitude, eh bien, je suis allé d'un titre à un autre, d'un titre à un autre, et finalement, j'ai plus d'une vingtaine de livres. J'en ai choisi 16, dont j'ai fait rapport de lecture dans un dossier en ligne. Et là, on va en faire un rapport de lecture lors de la conférence. Alors, on commence par un bref historique de la consultation philosophique. On va aller ensuite faire une différence très marquée entre philothérapie et consultation philosophique, comme je viens de le faire, mais un petit peu plus en détail et le pourquoi. Et ensuite, on tombe dans la liste des livres à lire, pas à lire, mais des listes des livres que j'ai lus et je fais rapport, c'est-à-dire qu'on présente le livre tel que l'éditeur le présente. Ensuite, on va lire des extraits et on va le situer dans le temps par rapport à ce qui s'est dit avant, ce qui s'est dit après. Alors, on a 16 titres. On va passer au travers des 16 titres. Ensuite, on a une période de questions où je vais pouvoir répondre aux questions des gens sur le sujet de la conférence. Et j'espère qu'effectivement, on va avoir beaucoup de gens qui vont venir assister à la conférence parce que la littérature qui parle de la philothérapie, c'est un peu différent de la philothérapie qui est en pratique dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. En quoi, je suis curieux, là, mais en quoi que c'est la différence? La différence provient beaucoup de la culture européenne, la culture américaine. Il y a même une différence entre la culture Europe et Europe du Nord. Il y a une très grande différence, par exemple, dans l'approche qu'on dit socratique, là, de Socrate, avec la dialectique, la maïeutique. On n'a pas du tout la même approche au Québec par rapport à ça, ou en Amérique du Nord par rapport à ça, comparativement à l'Europe centrale, la France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne. Ça, c'est différent leur approche. Et il y a encore une autre différence marquée avec l'Europe du Nord, la Scandinavie, par exemple. Et cette différence-là vient du fait que
on escamote les émotions assez souvent au cœur de l'Europe. On en tient plus ou moins compte. On ne tient pas compte de l'être sensible comme tel. On veut être un peu plus dogmatique. Et ça ne fonctionne pas ça au Québec. Ça ne fonctionne pas ça en Amérique du Nord. On doit parler de l'être raisonné et de l'être sensible ensemble. Il faut être très prudent face à ça parce qu'au Québec, contrairement à la France, par exemple, on n'aime pas les chicanes. Alors, on sait qu'un débat peut virer en chicane assez facilement. On n'est pas friand de débat non plus. Or, en France, ça fait partie de leur mœurs. Ils se chicanent sur le coin de la rue, ils se débattent sur le coin de la rue, puis ils vont s'arracher les cheveux, mais ils vont aller souper ensemble après. Alors, on n'a pas cette culture-là au Québec. Chacun va partir, chacun de son côté, s'il y a quelque chose comme ça. Puis en Europe du Nord, ben, on a pris une approche comme celle de la psychothérapie, philothérapie, psychothérapie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la même approche qu'en psychothérapie, mais au lieu de traiter les maladies ou les mal-êtres, on a traité l'esprit, on a traité la pensée elle-même, c'est-à-dire comment on pense, puis est-ce qu'on a des biais qui viennent fausser notre pensée, fausser nos perceptions, etc. Alors, il y a une intégration très nécessaire dans l'approche socratique des émotions. Et ça, c'est proposé comme étant une mise à jour de l'approche socratique par certains philosophes, dont on va parler d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce thème? On parle de philothérapie. Moi, j'ai été sensibilisé à la question par la sortie du livre de Doumarinov, Platon Proprosaque, qui est sorti en français en l'an 2000, en anglais en 1999. Doumarinov est un homme d'origine montréalaise, c'est un Québécois d'origine. Il est maintenant installé à New York. J'ai été sensibilisé et frappé par l'application très pratique de la philosophie, comme le conseil philosophique, en fait. On a le conseil psychologique, on a le conseil philosophique de l'autre côté. Et j'avais déjà une certaine sensibilité à la philothérapie depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Alors, de fil en aiguille, à mon agenda, s'est inscrit des lectures de philosophie, des recherches sur la philosophie. Et ce qui me captive personnellement dans cette histoire-là, c'est la façon dont on pense. Je crois à une approche qui est plus universelle que personnelle, dans le sens où j'espère rejoindre des gens par le fait qu'ils partagent la même erreur de pensée. Je ne parle pas de biais cognitifs comme on parle en psychologie de la cognition là, ou la métacognition. Je parle vraiment du système de pensée, de la manière dont on pense. Est-ce qu'on a conscience, par exemple, qu'on peut prendre pour vrai ce que l'on pense uniquement parce que l'on le pense? Ouais. C'est courant dans la vie. Oui, on pense souvent, oui. On vit dans un monde d'opinion, on ne vit pas dans un monde de connaissances. Ce qu'on tire du savoir, c'est des opinions, alors que des opinions, ce n'est pas de la connaissance. C'est des croyances aussi. Oui, il y a des croyances en plus. Alors, il faut faire attention, il faut être prudent. Je pense que la seule façon de prendre le recul nécessaire face à sa propre conscience, c'est d'être conscient du système avec lequel on pense. Donc, d'où la philothérapie qui nous aide à, j'imagine, verbaliser, à voir nos biais cognitifs et s'observer comment on pense, comment on fonctionne. Exactement. Exactement ça que je pense. C'est une philosophie de consultation qui s'attarde beaucoup d'abord au respect de la personne. Ça, c'est primordial parce que j'ai vécu certaines expériences qui me semblaient manquer de respect de la personne. Alors, le respect de la personne, le respect de ses pensées, le respect de comment elle pense, et puis ensuite,
bien, créer la faille par laquelle la lumière va entrer. Un peu la maïotique de Socrate. Oui, mais pas comme Socrate le faisait. Mhm. Socrate était très gentil au début de l'entrevue, ou pas de l'entrevue, mais de la conversation. Il est très, très amical, même avec les étrangers. Puis, environ à la moitié de la discussion, il devenait bête et méchant. C'est du moins l'analyse que font des consultants en philosophie aujourd'hui. Okay. Il voulait coincer la personne dans un coin. Il voulait l'amener à se contredire. Et puis, pour ça, il devenait très, très hargneux, beaucoup moins accueillant qu'il me paraît. Alors, ça a été rapporté. Et effectivement, dans différentes sociétés, cette approche-là ne fonctionne pas. Si je veux ajouter quelque chose, c'est que je suis aussi l'auteur d'un livre. Okay. J'ai écrit un livre que j'ai intitulé « J'aime penser ». Le sous-titre se lit comme suit. Comment prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se donne toujours raison? On est sensible selon notre expérience de vie. J'ai été élevé dans un entourage où chacun se donnait raison et où on n'avait pas raison. On avait tort avant d'ouvrir la bouche, comme on disait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis orienté vers les communications. J'ai été journaliste, j'ai travaillé en recherche marketing, j'ai travaillé dans les médias comme chroniqueur, etc. J'ai une longue carrière en communication avant d'arriver au domaine de l'édition. Okay. Et c'est la communication, pour moi, c'est très important dans le sens où ça dépend de ta philosophie. Alors, comment on pense? C'est très important. Et la lumière rentre par les failles. Alors, si tu as toujours raison, il n'y a pas de faille. Et si tu as peur du doute, eh bien, tu vas le refuser tout le temps. Or, le bénéfice du doute en science, c'est la certitude. Mais la certitude acceptée jusqu'au prochain doute, qui va venir peut-être contredire cette connaissance première-là. C'est ainsi qu'en science, on bâtit la connaissance sur la destruction du déjà su. Alors, changement de paradigme. Oui, mais c'est comme ça en science. On n'aurait pas rien. On n'avancera pas. Je pense que ça, on aurait avantage à l'appliquer un peu plus dans nos propres vies. Ne pas se donner raison pour se donner raison. On ne doute pas pour douter non plus. Il y a beaucoup de gens qui doutent pour douter. Ça les insécurise. Mais le doute, c'est une faille. C'est la permission qu'on donne à une lumière d'entrer. Mais c'est vrai que si ça fait longtemps qu'on vit en se donnant raison, quand la lumière va rentrer, on va être ébloui et on va se cacher les yeux, puis on va essayer de colmater la faille au plus vite. Alors, à ce moment-là, on est mal pris. Alors, ça prend quelqu'un qui est assez habile, ça se fait, qui va créer une faille, la tenir ouverte le temps nécessaire, sans aveugler la personne, et lui fait prendre conscience de comment elle pense, que ses idées ne viennent pas nécessairement d'elle-même, que ça peut être des idées qui sont acquises par sa culture, par ses mœurs, par sa famille, ses enseignants, l'école, etc. Oui, ben, le livre que j'ai écrit, J'aime penser, je fais le tour de toutes les pensées possibles. C'est-à-dire la pensée certaine, la pensée empathique, la pensée malheureuse, la pensée heureuse, jusqu'à l'arrière-pensée. Et je fais le point, c'est un livre qui a été écrit en l'an 2000, je fais le point sur ma vie, ce que je sais dans chacune de ces pensées. Et à cette époque-là, je vis une espèce de dépression philosophique, c'est-à-dire que j'ai perdu mes repères, j'ai perdu tout, j'ai perdu mes convictions, j'ai perdu mes croyances, et je cherche à faire le bilan de ce que je sais au moins pour voir s'il y a quelque chose que je peux tirer de ce bilan-là.
Et effectivement, c'est un livre bilan. C'est presque une autobiographie. Et je me suis aperçu à la fin du livre qu'effectivement, c'était tous les revirements, les prises de conscience aiguës, les révélations que j'ai eues au cours de ma vie, ça provenait de lecture. OK. Beaucoup plus souvent que d'expériences personnelles. Alors, on trouve dans ce livre-là une foule de citations d'ouvrages, Mhm. et ce sont les ouvrages qui ont marqué le plus ma pensée au fil des années. OK. Ah, intéressant. Comment s'appelle le livre? J'aime penser. J'aime penser. Intéressant. Ben, merci beaucoup. Bienvenue. On se reparle bientôt. Au À revoir. la prochaine.